Bonjour, je m'appelle Julie Gaillet et je suis étudiante à l'Université de Montréal. Je suis actuellement une maîtrise en urbanisme et je rédige mon travail de mémoire avec le titre suivant: La restauration écologique des cours d'eau au prisme de la circulation internationale des modèles urbains, le cas d'Istanbul. Donc juste avant de commencer, je vais rapidement vous décrire le contexte qui encadre un petit peu ma recherche. Donc, mon mémoire, il est dirigé par Franck Scherer, qui est professeur titulaire à la faculté de l'aménagement, dont vous connaissez sans doute, et par Jean-François Pérouse, un géographe français à l'université de Toulouse, qui habite depuis plus d'une vingtaine d'années à Istanbul. Et depuis août 2021, j'ai la chance d'être sur mon terrain de recherche et je réalise actuellement un stage de recherche au sein de l'Observatoire urbain d'Istanbul, qui est dépendant de l'Institut français des études anatoliennes. Et j'ai la chance d'être tous les jours avec des chercheurs, des étudiants qui travaillent sur la Turquie. Et j'aimerais aussi remercier, juste avant de commencer, l'Observatoire Ivano et Cambridge pour m'avoir offert cette bourse d'études qui m'a beaucoup aidée tout au long de ce terrain à l'étranger. Donc rapidement, mon plan de présentation. Tout d'abord, je vais vous faire une introduction et vous présenter un petit peu le contexte de ma recherche et la problématique. Ensuite, je vais vous présenter mon objet d'analyse et mes terrains de recherche pour finalement remonter à ma question de recherche et terminer avec la méthodologie et puis les limites. En études urbaines et en urbanisme, il y a un ensemble de travaux de recherche récents qui s'intéressent à la question de la circulation internationale des modèles urbains. Et les discours qui accompagnent cette circulation se rattache beaucoup à la problématique plus générale du développement durable et à l'injonction de rendre la ville plus verte et innovante. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement au lien entre la circulation des modèles et leur traduction dans un contexte local. Et je vais plus précisément interroger en fait la circulation des pratiques dominantes d'aménagement des cours d'eau, que l'on retrouve notamment sous le concept de restauration écologique, des modèles, des principes, des normes qui les accompagnent et de leur traduction et de leur mise en œuvre dans la ville d'Istanbul. Je vais le faire à travers l'analyse d'un grand projet urbain de restauration qui est en cours à Istanbul. Et en partant de cet objet d'étude, l'objectif sera de comprendre comment les acteurs locaux se saisissent du modèle circulant de restauration écologique, de comprendre les usages qu'ils en font et puis les éventuelles répercussions dans la pratique d'aménagement des cours d'eau. Donc, pour un peu contextualiser Istanbul rapidement, depuis les années 1980, Istanbul, qui a plus de 16 millions d'habitants, de 16 à 20 millions, on ne sait pas exactement, connaît une très très grande urbanisation, et notamment d'est en ouest, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et ça s'est doublé par un étalement urbain très 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 important, qui s'est principalement fait au détriment justement des bassins versants et des rivières existantes, avec de nombreuses conséquences, dont des inondations meurtrières en 2019 et en 2010. Et en 2014, c'est environ 85% des cours d'eau à Istanbul qui ont perdu ou étaient sur le point de perdre leur structure naturelle. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'a émergé le projet urbain qui fait l'objet de mon analyse, qui est celui des Yaşam Vadisi, donc littéralement les vallées de la vie. Et ce projet, c'est une des principales promesses qui a accompagné M. Ekrem İmamoğlu, donc le nouveau maire d'Istanbul depuis 2019, et qui consiste à aménager sur l'ensemble du territoire métropolitain plus de 15 corridors écologiques. Et en fait, il s'agit d'offrir aux habitants d'Istanbul de vastes espaces verts publics avec des sentiers pédestres, des pistes cyclables, plusieurs aménagements récréatifs. Et puis au-delà de cette dimension un peu sociale et paysagère, le projet s'inscrit également dans une approche de protection face aux inondations afin de préserver les zones inondables proches des cours d'eau de toute construction. Le projet des vallées de la vie, il est porteur d'une forte dimension politique. En effet, l'arrivée d'un nouveau maire à la municipalité en 2019 a entraîné un changement important dans la manière d'appréhender les problématiques environnementales à Istanbul, et puis notamment la question de la nature en ville. En fait, depuis 2004, Istanbul était dirigé par le parti de l'AKP sous Recep Tayyip Erdogan, et
Les politiques urbaines précédentes laissaient comme dans leur aménagement très peu de place aux espaces verts, privilégiant beaucoup les grands projets urbains de développement immobilier, de commerciaux, rentes foncières, etc. Et l'arrivée de ce nouveau maire, qui est issu du principal parti d'opposition turc, le CHP, a fait émerger un contexte nouveau dans lequel en fait, les acteurs politiques de la municipalité et de l'État central sont pour la première fois opposés. Et cette nouvelle dynamique, elle va créer des rapports de force complexes, comme on va le voir, qui sont en fait visibles dans l'espace urbain. Donc, je vais commencer un petit peu par vous présenter mes terrains d'études. Donc, bien que en fait, c'est l'ensemble des vallées de la vie qui m'intéresse, moi, je vais plutôt m'intéresser particulièrement à deux vallées de la vie. La première, c'est celle de Beylikdüzü ici, parce qu'elle est considérée un peu comme le prototype de l'ensemble du projet urbain. En effet, le nouveau maire d'Istanbul, justement, il est issu de ce quartier et c'est pour ça que c'est là qu'il a commencé un peu à créer son projet. Et c'est aussi la première vallée de la vie qui a été construite. Et puis la deuxième, c'est celle de Ayamama, qui est située plutôt ici. Ça a été justement le théâtre des inondations meurtrières en 2019. Donc, cette vallée, elle possède une forte dimension symbolique en ce qui concerne la gestion des cours d'eau à Istanbul. Maintenant, je vais vous présenter quelques observations que j'ai faites. Et en fait, ça s'apparente vraiment assez de manière très proche à mon processus de recherche. C'est avec ces premières réflexions que effectivement, j'ai progressivement réussi à construire mon objet d'étude et mon cadre de recherche. Donc, la vallée de la vie de Beylikdüzü, c'est un petit peu la pierre angulaire du projet, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ici, on voit la vallée de la vie. Elle s'étend du nord au sud jusqu'à la mer de Marmara. Le projet il a été divisé en 6 étapes. Sur ces 6 étapes, il y en a 2 qui ont déjà été réalisées ici, comme on peut le voir. Ça s'étend sur plus de 6 kilomètres. Et en fait, la première étape, elle a été construite justement lors des élections en 2019 à travers un concours international de design urbain qui a réuni plus d'une trentaine de firmes d'urbanisme et d'architecture dans le monde entier. Le nouvel aménagement, il longe la vallée de Kavaklı et on remarque que les particularités topographiques, par exemple comme le relief de la vallée, ont été conservées. Et comme on le voit sur l'image à droite, les abords du cours d'eau étaient un terrain non construit et puis un peu à l'abandon avant l'aménagement. Il abritait toutes sortes de déchets commerciaux industriels. Le risque d'inondation était relativement faible. Par contre, il y avait des risques de glissement de terrain parce que la pente était dénuée de toute végétation. Et là, vous voyez sur l'image à gauche, c'est un quartier qui est très urbanisé, qui est caractéristique un peu des années 80. Et le contraste marqué par ce nouveau parc est assez spectaculaire, surtout qu'il est très grand. Le parc il offre de nombreuses aménités urbaines, des bassins d'eau, des cascades, mobilier urbain divers, des cafés, etc., une scène de concert, un marché artisanal. Et au centre de ce cours d'eau, s'écoule le cours d'eau de Kavaklı, qui est relativement petit et souvent à sec, comme vous pouvez le voir. Et le lit de la rivière, il est entièrement corseté par des hauts murs en béton et il est délimité sur toute sa longueur par des grillages. On remarque en fait que les nouvelles pratiques d'aménagement viennent se superposer et s'enchevêtrer avec l'existant, comme l'atteste par exemple ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais un écriteau où il y a écrit en fait 2011, donc ça nous renseigne sur la date d'artificialisation du cours d'eau. Un peu plus en amont du cours d'eau ici, qui constitue en fait la première étape du projet et donc aussi la plus ancienne. Il est difficile d'apercevoir le cours d'eau tant la ripisylve y est dense. En fait, la présence de cette ceinture végétale a été réalisée de manière intentionnelle, comme le souligne l'extrait suivant que j'ai réalisé avec un acteur clé de la mairie de Beylikdüzü. Donc, je cite, « La transformation d'un ruisseau en canal de béton, ce n'est pas un modèle de réhabilitation juste. Nous, pour casser cet effet de béton, nous avons complètement verdi les contours du canal en béton. Au moins, nous voulions créer une bande verte qui ne gâche pas l'œil. » Ces premières expériences et observations de terrain nous ont relevé plusieurs indices concernant en fait, les différents aménagements à travers le temps. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, ces pratiques d'aménagement ne sont pas mises en œuvre dans un espace vide et elles doivent s'imbriquer avec l'existant.
Et ça peut mettre en lumière d'importants enjeux de gouvernance. Et justement, un petit détour par les acteurs. À Istanbul, la restauration des cours d'eau, elle dépend principalement de deux acteurs. Le premier, c'est İSKİ. C'est l'administration publique responsable de l'ensemble du réseau de l'eau et de l'assainissement de toute la municipalité. D'un point de vue institutionnel, İSKİ, elle dépend directement de la municipalité. Mais c'est une institution qui est très puissante, qui est quand même assez indépendante. Elle est dotée d'un budget indépendant. Et aussi, il faut savoir qu'elle a été créée plus ancienne que la municipalité métropolitaine d'Istanbul. Et elle dépend directement de la municipalité et donc du parti politique associé. Ça veut dire qu'avant 2019, elle était dirigée par l'opposition politique. Et IMM, donc justement la municipalité métropolitaine, c'est elle qui a lancé justement le projet des vallées de la vie. Et elle est plus responsable de l'aménagement paysager autour du cours d'eau, donc moins de la restauration du lit de la rivière, mais des contours. Et dans notre deuxième terrain d'étude à Yamama, on a pu observer des choses un petit peu similaires, bien que le contexte soit très différent. Bon, c'est une vallée qui est beaucoup plus urbanisée. Il y a la présence d'un aéroport, d'une très grande zone industrielle. Il y a plus de 5 échangeurs autoroutiers. Il y a 3 grosses autoroutes qui traversent la rivière. Et c'est justement ici, proche d'ici, qu'il y a eu des inondations meurtrières en 2019. Et en fait, la mise en œuvre de ce projet, il se fait plus, enfin des vallées de la vie, c'est plus selon la faisabilité. Donc, les travaux et la mise en œuvre, elles commencent dans des zones où ce n'est pas construit. Par exemple, ici, sinon, en fait, ça demande énormément de temps pour l'expropriation. Et puis, la ville ne veut pas forcément exproprier. Ils préfèrent attendre, ça va prendre du temps. Ils préfèrent attendre qu'il y ait des changements naturels. Et justement, sur cette image, c'est là où ils vont implanter la vallée de la vie. Vous voyez, ça n'a pas été urbanisé, donc c'est beaucoup plus facile. En fait, ce tronçon de la rivière, c'était l'un des derniers tronçons qui n'avait pas encore été corseté. Et actuellement, il y a d'importants travaux qui sont justement menés par ISKİ. Et bon, c'est la canalisation complète du lit de la rivière avec des plaques de béton très hautes. On ne remarque pas, mais c'est plus de 4 mètres de hauteur. Et en fait, s'agissant de la première section d'implantation du projet de la vallée de la vie, ça peut être un petit peu surprenant de voir les dernières rives naturelles du cours d'eau être remplacées par des grands murs de béton. Et lors d'un entretien réalisé avec la mairie, une des coordinatrices nous expliquait que en fait, c'était un petit peu la même chose qui se passait qu'à Beylikdüzü, qu'eux n'étaient pas responsables de l'aménagement du cours d'eau, mais plutôt des alentours du cours d'eau. Et donc, elle a aussi précisé que pour alléger ces effets de béton, ils allaient rajouter plein de plantes pour cacher un petit peu les murs. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ces deux exemples, c'est que l'espace urbain est un petit peu la traduction physico-spatiale des rapports de pouvoir et du jeu d'acteurs actuels à Istanbul. On a deux acteurs importants, indépendants, avec des visions et des approches différentes de l'aménagement des cours d'eau. Le premier, İSKİ, qui s'inscrit davantage dans une vision techniciste du cours d'eau, de l'aménagement, et le second qui met plus en avant les dimensions écologiques de la restauration. Et en fait, leurs différentes pratiques, elles viennent s'imbriquer dans l'espace et dans le temps. Et c'est ces premiers éléments du terrain qui m'ont permis, en fait, au fur et à mesure, avec bien sûr beaucoup d'allers-retours, d'en venir à ma question de recherche. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ma question de recherche et ma problématique, ma méthodologie, pardon. Donc, voici ma question de recherche. Comment les références extérieures de restauration des cours d'eau véhiculées à l'échelle internationale sont-elles mobilisées dans l'action publique de la transformation urbaine à Istanbul et quels sont leurs effets sur les pratiques d'aménagement et sur le territoire? Dans les débats concernant la réception des modèles urbains, les auteurs ils se placent souvent du côté du modèle, justement, qui sont reçus dans un contexte local, dans lequel ils s'adaptent. Mais moi, j'ai un petit peu décidé volontairement de déplacer mon regard et j'essaierai plus de dire que le modèle, il n'arrive pas simplement dans un contexte, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est qu'il est instrumentalisé par les acteurs locaux et il est davantage utilisé comme une ressource qui appuie les propres besoins du contexte. Donc, plutôt que de parler de réception, car la réception, ça semble dire un peu qu'il y a un modèle exporté et importé dans un endroit, je vais préférer parler d'hybridation.
donc qui transforme la pratique diffusée par des combinaisons de savoirs et de besoins locaux. Donc, par exemple, certaines dimensions de la restauration écologique de la pratique initiale vont être adoptées à Istanbul et d'autres ne vont pas être retenues et vont disparaître justement au détriment des pratiques locales, des ressources locales, des instruments, etc. Pour répondre à cette question de recherche, je suis en train de construire une grille d'analyse qui est inspirée notamment par les études davantage en politique publique. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais juste pour faire gros, j'ai 2 angles d'approche. Donc, l'un est davantage tourné sur les dimensions procédurales de la mobilisation des références extérieures dans la construction de l'action publique, c'est-à-dire dans la manière dont les acteurs locaux se saisissent de ces derniers pour construire leur action territoriale. Et le deuxième angle s'intéresse, quant à lui, aux modalités territoriales de mise en œuvre du projet d'aménagement, soit à la dimension substantielle de l'action et de la transformation urbaine. Donc, l'objectif avec ce deuxième axe, c'est de comprendre comment le modèle de restauration est traduit et décliné localement. Concernant ma démarche méthodologique, elle est qualitative et comme je vous ai montré, j'ai suivi un processus de recherche qui est très itérative et réflexive. C'est-à-dire que la collecte de données et l'analyse des données a été réalisée simultanément par le va-et-vient d'un terrain, le va-et-vient constant avec le terrain. Et la stratégie méthodologique est celle de l'étude de cas qui présente l'avantage d'analyser un phénomène en profondeur et qui représente également un excellent outil lorsqu'il s'agit de comprendre des réalités nouvelles ou peu explorées. Concernant la collecte des données, j'ai principalement utilisé 3 outils. Donc, le premier, c'est l'analyse documentaire. Donc, c'est l'ensemble de la littérature grise, documents administratifs, sites internet, les médias, etc. Le deuxième outil, c'est les entretiens semi-dirigés que j'ai réalisés avec différents acteurs de la gestion des cours d'eau à Istanbul. Actuellement, j'en ai réalisé 8 et il m'en reste 2 à faire. Et puis finalement, l'observation, comme vous avez pu le voir sur le terrain directement. Comme toute recherche, il y a plusieurs limites qui étaient présentes dans ma recherche. Tout d'abord, mon point de vue en tant qu'individu et que chercheuse ne peut pas être complètement neutre, ce qui influence inévitablement la production et l'analyse des données. Cette première limite, pour moi, elle a été d'autant plus signifiante qu'il s'agit d'un travail de terrain à l'étranger. En effet, ça implique toutes sortes de barrières, l'existence de barrières culturelles, linguistiques. Je parle turc, mais pas assez pour, par exemple, mener les entretiens en turc, faisant en sorte qu'il n'y a pas toujours un dialogue qui s'établit entre moi et puis les personnes qui s'interrogent. Donc, il y a certains sujets qui peuvent être tabous ou sensibles, qui ne vont pas forcément émerger parce que par rapport à un manque de confiance entre nous. Aussi, étant donné ma position extérieure au contexte local et au terrain, ma légitimité à entreprendre cette recherche, elle peut être questionnée. Et elle m'a amenée plusieurs fois un peu à ressentir le dit syndrome de l'imposteur. Donc, il est important de garder à l'esprit que ma position n'est pas neutre et que mes biais personnels ont pu influencer d'une façon ou d'une autre les résultats de la recherche. Et une troisième limite qui est liée à la méthode de l'étude de cas, qui est notamment critiquée, c'est une approche qui se base sur un cas particulier, donc ici Istanbul, et qui rend un petit peu la généralisation plus difficile. Donc, le cas, ça pourrait être une exception et ne pas être assez représentatif d'un phénomène plus global. Les échéanciers, donc là, je suis actuellement en train de réaliser les derniers entretiens et j'ai entamé un peu l'analyse de mes résultats. Et je prévois de déposer mon mémoire fin août, si tout va bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.